Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre émission hebdomadaire 100% marché. C'est la dernière émission avant la fin d'année et on va parler aujourd'hui du Thales, du CAC 40, du Nexans, du LVMH et la croissance mondiale. Et on va annoncer évidemment aussi le gagnant de notre jeu d'investisseurs de cette semaine. Et on ne va pas faire ça tout seul, je suis heureusement dans le studio avec à ma gauche le responsable du programme de l'école de la bourse, Gérard Ampro. Bonjour Falco, bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Gérard, et à ma droite, comme d'habitude, le président de l'AFAT, l'Association française d'analyse technique, Laurent Albi. Bonjour Falco, bonjour Gérard, bonjour à tous. Bonjour Laurent. On va commencer tout de suite avec notre première rubrique, le bilan de la semaine. Alors Gérard, qu'est-ce qui s'est passé à la bourse? Il y avait plein de rumeurs et tout ça, non ou pas? Oui, le temps des EPA est toujours d'actualité. En quelques jours, en quelques communiqués, le groupe Gemalto finalement devrait effectivement accepter l'OPA, l'offre publique amicale d'achat de Thales, alors qu'il avait été déjà courtisé par Atos, mais il avait refusé cette première offre. La deuxième est plus généreuse et donc devrait créer l'un des leaders français ou le leader français de tout ce qui est sécurité sur Internet pour les entreprises, pour les objets connectés, bref, toute une série de marchés tout à fait passionnants. Ce n'est pas la seule OPA qui nous a été annoncée. La même semaine, Unibail-Rodamco a lancé une offre sur Westfield Corporation, qui est une de ses concurrents sur le continent australien. Le temps des OPA, c'est un temps qui se caractérise par des taux très bas, par des liquidités abondantes, par un niveau de désendettement des entreprises très avancé et aussi par une période où, étant sorti de la crise, la croissance économique étant encore pour plusieurs années, ou en tous les cas pour l'année qui vient, à notre seuil, les entreprises se doivent de redéfinir une nouvelle stratégie. Et donc, parmi ces stratégies, celle de la croissance externe, par voie d'OPA, est une des solutions qu'il aurait proposées et qu'elles adoptent bien souvent. Donc, le temps des OPA est là. Nous devrions connaître d'autres OPA en 2018. Excellent, merci beaucoup Gérard. Donc, on va regarder Thales avec Laurent. Effectivement, Falco, Thales qui a donc acquis Gemalto, et le marché salue cette acquisition avec, vous le voyez, un gap qui a été ouvert sur le titre, c'était hier, et une très belle progression tout au long de la séance. Alors, ce qu'on peut essayer de faire sur le titre, c'est évidemment d'être acheteur, pas forcément sur les cours actuels. On pourrait, si le marché nous en donne l'occasion, revenir à l'achat sur la borne haute du gap haussier, c'est-à-dire à 90 €. On voit qu'aujourd'hui, les investisseurs sont un petit peu hésitants pour prolonger immédiatement la hausse. On a malgré tout des indicateurs techniques qui nous montrent qu'on a une tendance qui était baissière, il faut quand même le rappeler depuis l'été, qui est en train de s'inverser. Autrement dit, si cette dynamique favorable à Thales se poursuit, eh bien, nous pouvons viser dans un premier temps cette borne haute de trading range à 96,80 €. Et puis, dans la foulée, si les marchés, et il faut qu'ils l'accompagnent, parce que c'est vrai qu'on a des marchés qui sont un petit peu timorés en ce moment, mais si les marchés européens décident de se réveiller, alors Thales pourrait continuer d'en profiter et rejoindre la deuxième résistance à 98,96 €. Autrement dit, cette borne de résistance que vous voyez en haut à droite ici, à 99 €. Voilà, donc c'est une stratégie à l'achat pour le titre, et donc on a choisi un VAR en call Falco de code ZB28B. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est un VAR en call sur Thales. Et avant de vous le présenter, je vais vous évidemment dire la phrase classique que vous connaissez tous déjà, que les produits présentent un risque de perte en capital en cours de vie et aussi à l'échéance. Donc je vous invite de vous former avant d'investir avec les brochures et les vidéos et les autres outils de formation qu'on a sur notre site internet produitsdebourse.bnpparibas.fr. Donc voilà, on revient sur le VAR en call sur Thales avec le code ZB28B qui a ce matin un effet de levier de 12,21, son échéance de 16 mars 2018, son prix d'exercice de 100 € et tout ça pour un prix de vente de 22 centimes pour Thales à 92,643. Voilà, et on continue le bilan de la semaine avec Gérard.
Alors, la semaine était riche en événements, entre autres en réunion de banque centrale. Et donc, la Banque centrale chinoise a un petit peu à la surprise générale remonté ses taux directeurs pour essayer peut-être de calmer un peu l'exubérance irrationnelle du crédit en Chine. Et la Fed a elle aussi remonté son taux directeur, c'était attendu. Donc, l'ensemble des taux directeurs aujourd'hui aux États-Unis se trouvent compris entre la borne basse 1,25%, la borne haute 1,50%. Quant à la BCE, elle n'a rien annoncé de particulier, sinon elle a évoqué l'inflation en disant que pour le moment, celle-ci n'était pas tout à fait de retour. Pour la Fed, on soulignera que c'était la dernière hausse de Janet Yellen. Et on saluera le départ de cette grande dame de l'économie, de cette grande banquière centrale, qui a fait un grand travail pour éveiller l'attention, attirer l'attention de l'ensemble des intervenants sur le marché du travail. Donc, elle est une des grandes spécialistes aux États-Unis. Certes, c'était la dernière hausse des taux pour Janet Yellen, mais ce ne sera pas la dernière pour la Federal Reserve, laquelle nous annonce au moins 3 hausses de taux en 2018. La vie continue. Merci beaucoup Gérard, et on va continuer tout de suite avec le bilan de la semaine et le CAC 40 en fait. Qu'est-ce qu'il fait le CAC 40 Il a un peu repris son souffle, désespérant encore un peu plus Laurent qui va bientôt partir en vacances pour essayer de retrouver le moral, de se consoler. Donc plutôt 4 séances de baisse sur 5 avec heureusement un volume un peu plus étouffé le vendredi, mais c'était un peu particulier, c'est le jour des 4 sorcières, et aussi un volume assez étoffé, plus de 3,8 milliards ce lundi, suite consécutivement, je pense aux annonces d'OPA. Donc on a un marché qui a repris son souffle, mais on y reviendra au cours de notre émission. Moi, à la différence de Laurent, je suis plus optimiste. Je pense qu'on pourrait retrouver quelque part quelques braises pour rallumer le feu. Super, allumer le feu. Alors, est-ce qu'on va le faire, Laurent, avec l'analyse technique aujourd'hui? Yes, Falco, on va rallumer le feu. Ne croyez surtout pas que je suis pessimiste ou désespéré. Il est mort, ça le confirme. Enfin, je suis un petit peu déçu, hein, vous le comprendrez assez facilement. Bah oui, on a des marchés européens vraiment complètement léthargiques, qui n'arrivent pas du tout à relever la tête, tout à fait contrairement... Le prix est plus vert chez les voisins américains. Bah oui, hein, vraiment, il y a une très très nette différence entre ce qui se passe outre-Atlantique et en Europe. Alors c'est vrai, le DAX, lui, avait une résistance importante. Il l'a franchi hier. Pour autant, sur le CAC 40, c'est encore très mou, très lourd, aucun élan. Alors c'est vrai que, je vais zoomer un petit peu, hier, on a ouvert en gap haussier. C'était donc dans la foulée des news comme quoi ce fameux accord sur la réforme fiscale aux États-Unis va être voté. Les Américains payent cette nouvelle. Eh bien, hier, c'est vrai qu'on a fait un gap haussier, mais on n'a rien franchi, autrement dit du bruit. Ce gap ne veut rien dire, c'est un gap commun. La seule chose qui changera de manière un petit peu plus significative à court terme et de manière durable, c'est ce franchissement de résistance qui cape les prix depuis mi-novembre à 5429. Donc vous le voyez, on a des moyennes mobiles qui sont plates, on a un RSI qui, s'il dépassait cette borne à 60, montrerait un petit retour du momentum de court terme. Donc on va bien évidemment accompagner Gérard, on ne va pas le laisser faire cavalier seul dans les bonnes nouvelles. On choisit un turbo call. C'est gentil. Alors, soit effectivement on l'achète dès maintenant en anticipation de ce franchissement de résistance, soit on est un petit peu plus précautionneux et dans ce cas-là, on attend ce dépassement de 5429. Alors, ce turbo call, ce qu'il est important de noter, c'est que nous avons choisi une barrière désactivante à 5250. Vous voyez, donc très en dessous de ce niveau de support à 5300 points, parce que si effectivement on franchit cette résistance à 5429, 5430, il ne faut absolument pas retourner sous la borne basse de ce trading range. Les cibles, dans un premier temps, c'est le retour sur le sommet du mois d'octobre à 5525, un CAC 40 qui est toujours ce matin sous le sommet du
du mois de mai et dont on attend maintenant un petit peu un regain de vitalité pour accompagner ce que nous attendons tous. Il ne nous reste que 3 jours maintenant, c'est le fameux rallye de Noël. Va-t-il arriver ou pas? Eh bien, si ce soir on ne franchit pas cette résistance, je pense qu'il y a de fortes chances que nous finissions l'année autour de 5400. Donc vraiment niveau très important qui peut signaler en cas de franchissement un nouveau départ momentum haussier de très court terme. Voilà Falco. Donc dans ce scénario haussier, pour compléter donc l'analyse de Gérard, j'ai choisi donc un turbo call, logiquement de code 62AQB. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est un turbo call sur le CAC 40 62AQB qui a un effet de levier de 28,46 sans échéance de 16 mars 2018. Son prix d'exercice aussi, sa barrière désactivante, c'est de 5250. Son prix de vente ce matin pour 1,78 € pour le CAC 40 à 5417,43. Et on continue avec notre prochaine rubrique, les tops et les flops. Bon, Gérard, quels sont les tops avant la fin d'année? Alors, pour soutenir le moral de Laurent, oui, parce le Père Noël est déjà passé. Oui. Il a déjà attribué un contrat de 10 méthaniers à GTT, donc le cours de cet opérateur qui est un spécialiste pour tout ce qui est transport de gaz à flamber. Maison du Monde, Laurent peut aller y faire son marché de Noël. Il y trouvera des meubles pas très chers, de bon goût, qui fonctionnent bien. Ils sont un peu à la mode. Oui. Une très récente introduction en bourse sur Euronext, Maison du Monde. Air France KLM, on n'ose même plus parler de cadeaux du Père Noël, c'est tous les jours Noël pour Air France, qui dont la progression est de plus de 150% depuis le début de l'année, et qui nous annonce une progression des passagers transportés de 5% au mois de novembre, contre 4% au mois d'octobre. Donc les choses vont plutôt bien. Atos, Fnac Darty, en matière de cadeaux, se pose un petit peu là. Il vient de recevoir un cadeau un peu empoisonné, puisque l'un de ses principaux concurrent allemand est devenu son premier actionnaire. Donc de là, imaginez qu'un jour il y ait une opération spéculative de type OPA. Il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas. Atos a eu une semaine un peu heurtée. On oubliera un peu de parler d'Atos, même si le spécialiste des fusions et qui grandit par voie d'acquisition externe et qui digère assez bien ses proies a été mis un petit peu KO lors de sa dernière opération. Et puis Arkema, on est là dans l'industrie de la chimie qui fonctionne bien avec le reste de l'économie réelle et qui donc ne cesse de nous annoncer de bons résultats. Donc voilà, beaucoup de cadeaux pour ces sociétés qui l'ont bien mérité parce qu'elles ont été des enfants sages de la cote. Bon, et si j'entends tous les tops, est-ce qu'il y a cette semaine des flops ou pas du tout? Qui était passage? Il y a des flops, il y a eu des enfants passage qui ont effectivement n'ont rien reçu du Père Noël. Donc SOS Global figure déjà dans les de nos flops depuis plusieurs semaines. On est là dans le domaine des satellites et le domaine des satellites souffre. Il semblerait qu'il y ait une pression sur les prix, que les différents concurrents de SES soient dans une guerre des prix avec des problèmes donc de location de leur capacité de transmission. Même chose chez Nexans. Où le spécialiste des câbles, lui aussi, qui a annoncé de gros programmes d'investissement, l'a fait aux yeux du marché un peu à contre-temps, à contre-courant, si on peut parler comme ça de câbles sous-marins, dans la mesure où on a, semble-t-il, une sorte de surcapacité au niveau des câbles. Voilà ce qu'on peut dire. Quant à Suez, c'était sa journée des investisseurs la semaine dernière. Il ne vaut mieux pas qu'il en organise trop souvent parce qu'il n'a pas convaincu le marché du fait qu'il allait réussir très rapidement, puisqu'il faudra plus de 2 ans à intégrer les activités eau de General Electric, et avec bien entendu une nouvelle stratégie de la part du groupe Suez qui cherche à se développer dans l'eau industrielle. Et donc ça va prendre un peu de temps, et donc le marché a trouvé qu'il avait payé un peu cher son acquisition américaine, sa belle américaine. EDF est aussi un habitué comme SOS Global de notre liste des flops, avec toujours des incertitudes. Nous parlons d'EDF alors qu'il doit d'ici la fin de l'année intégrer l'activité centrale nucléaire de l'ex-Areva, avec tous les problèmes, entre autres l'EPR finlandais qu'il faut terminer de construire avec beaucoup de problèmes de surcoût, et une vraie question existentielle: quelle stratégie pour EDF? Donc c'est le principal.
dossier industriel, des pouvoirs publics, on attend donc des évolutions sur ce plan-là et personne n'est pour le moment très rassuré. Casino, comme Carrefour, fait partie finalement de ces formats très classiques, ou trop classiques, qui souffrent de la concurrence des nouveaux acteurs de l'Internet, qui livrent plus vite qu'eux, à un coût moins cher. Donc on a là deux structures qui vont assez mal, même si on attend pour le début de l'année 2018 un nouveau plan stratégique pour Carrefour, qui est quand même une vache sacrée dans la bourse française. Quant à ADP, là aussi, le Père Noël hésite pour savoir quel type de cadeau il lui apporter. Privatisation partielle, vente de gré à gré pour que l'État puisse récupérer un peu de fonds pour contribuer à financer le secteur en développement de la haute technologie. Donc c'est toujours l'incertitude. Toutes les possibilités pour ADP sont sur la table. Vente préférentielle à Vinci, qui est déjà un de ses actionnaires principaux, ou autre solution. On saura simplement que malgré tout, ADP a reçu la visite du Père Noël et que le groupe s'est vu reconnaître par l'État la propriété de l'ensemble des terrains qu'il possède et qui sont importants. On imagine bien que les pouvoirs publics ne peuvent pas se désintéresser de l'avenir de l'ensemble de ces espaces autour la principale structure aéroportuaire française. Voilà. Donc voilà quelques élèves, quelques mauvais élèves, quelques sociétés maltraitées au cours de cette année. Il en faut, ne serait-ce que pour souligner le mérite de celles qui ont reçu les cadeaux du Père Noël. Merci beaucoup Gérard. Donc parmi ceux qui étaient pas sages, il y a Nexence. Oui, alors effectivement, parmi les titres qui nous ont été présentés par Gérard, j'ai retenu Nexence. Parce que le titre a finalement beaucoup déçu. Déjà, il faut rappeler que finalement, cette année 2017 n'a pas été profitable pour le titre, puisque son évolution a été quasi plate. Donc, pour les investisseurs, pas beaucoup de plus-values qui ont été engrangées grâce au titre. Quand on regarde le chart, on a cru début septembre que cette belle dynamique allait perdurer. Cette sortie haussière était un excellent signal de reprise d'une tendance qui, par ailleurs, à moyen terme était haussière. Et puis par derrière, regardez, c'est la catastrophe, c'est-à-dire que c'est une fausse sortie, c'est un piège haussier. Et malgré la belle progression qui a duré 2 mois à l'automne, eh bien, il y a eu un retournement de marché, un changement de consensus tout à fait significatif de la part des investisseurs, puisque le titre a immédiatement réintégré ce grand trading range. Il y a eu une deuxième tentative de rallier cette résistance, voire de la dépasser. Et là, les acheteurs se sont montrés absolument intraitable. Le dépassement a pour le coup duré à peine 24 heures et puis on est revenu une 3e fois sur cette résistance à 55,35 et là aussi on a fait une très grosse bougie noire avec un gap baissier. Alors ça ne veut pas dire que le titre est condamné à moyen terme, mais simplement qu'à court terme on a manifestement peu d'intérêt pour le moment pour le titre, un intérêt qui pourrait revenir d'ailleurs sur une zone de support importante à 45,50, c'est-à-dire que si les cours revenaient dans les prochaines semaines sur ce niveau de support majeur, ça serait intéressant d'envisager un achat avec un produit à effet de levier ou même pour des investisseurs de plus long terme sur Nexence. Mais là, pour le coup, on est vraiment un petit peu au milieu de nulle part et plus proche d'une résistance. Regardez cette polarité, cet ancien support qui devient donc une zone de vente, ce croisement de moyenne mobile, ce RSI qui devient très très faible. Autrement dit, si on retourne sur cette zone à 52 € sur Nexence, j'y vois une opportunité, excusez-moi, de vendre le titre et de le faire grâce à un produit de bourse, en l'occurrence un VAR en put, et celui-ci c'est donc le VR47B. Merci beaucoup Laurent. Donc ce Nexence, un VAR en put VR47B qui a un effet de levier ce matin de 5,63, c'est une échéance de 16 mars 2018, sans prix d'exercice de 45 €, tout ça pour un prix de vente de 23 centimes pour Nexence à 50,42. Et maintenant, on va annoncer le gagnant de la semaine, en fait. Et le gagnant est voilà, qui gagne cette jolie tasse, en fait. Vous avez déjà vu, en fait. Chaque semaine, magnifique. Vous pouvez choisir. Voilà, Gérard est très jaloux, déjà. Ah oui. C'est un objet de collection, ça. Oui, exactement, déjà. Déjà, il reste peu, en fait. Ça fait vintage un peu, non? Oui. Années 70. Oui, un peu, mais on a fait exprès, en fait. Je vois. Donc, voilà, merci beaucoup, Gérard. Donc,
Donc vous savez très bien que chaque semaine, chaque mardi, vous pouvez choisir le produit de la semaine et on va regarder la semaine d'après si vous avez fait le bon choix et la personne qui a fait le meilleur choix aura cette tasse par la poste quelques jours plus tard. Le vénard. Et voilà, exactement. Donc comme chaque semaine, c'est à Laurent d'annoncer le gagnant. Et le gagnant est Et le gagnant, c'est qui? C'est Pascal. Pascal, qui il habite où? Saint-Hilaire-le-Petit. Et Pascal a donc décidé de payer le silver. Alors déjà, ça nous fait plaisir parce que c'est pas un actif dont on parle souvent sur ce plateau, à tort d'ailleurs. Et je vous promets de remédier à cette lacune l'année prochaine. On parlera plus des matières premières quand on aura des opportunités. En tout cas, Pascal a bien identifié cette zone de support à 15,62 $. C'est une zone qui avait été déjà martelée et validée en tant que telle support en juillet. Le marché est revenu dessus et quand on zoome un petit peu, on voit pour ceux qui aiment les bougies japonaises qu'on a un creux en tour, c'est-à-dire cette bougie noire qui vient s'échouer sur le support, 3 jours de consolidation et puis cette grande blanche qui signale effectivement le retour des acheteurs. Alors les acheteurs, ça peut être tout à fait des opérateurs qui passent long sur le silver ou d'autres qui simplement étaient short et ont débouclé leur position vendeuse quand ils ont vu que le support tenait. En tout cas, Pascal, il a choisi un turbo Infini Best Call pour accompagner ce rebond du silver et il a bien fait puisque regardez, j'ai entouré avec ce petit cadre bleu les journées au cours desquelles Pascal était donc investi sur le marché. Et bien vous le voyez, ce timide rebond a quand même généré sur ce turbo 53,57% de gains. Donc bravo Pascal. D'ailleurs, si vous avez fait comme Pascal et que vous avez payé le silver, il serait peut-être opportun de ne pas déboucler maintenant la position parce que vous le voyez, on a cette résistance qui devient le premier objectif à 16,55 et que nous n'y sommes pas encore. Autrement dit, on pourrait avoir une bien meilleure performance Falco sur ce turbo. Merci beaucoup Laurent pour l'annonce de gagnant de la semaine. Et on va passer à notre prochaine rubrique qui s'appelle le Focus. Donc on va faire une focus sur la croissance mondiale. Oui, je crois qu'on va essayer quand même de balayer les premiers mois de l'année 2018 qui devrait être marqué comme cette fin d'année 2017 par une conjoncture économique plutôt favorable avec à la fois un niveau de confiance des ménages qui est très élevé un peu partout dans le monde, en particulier en zone euro, mais aussi un niveau de confiance des directeurs d'achat de l'industrie qui est un des indicateurs les plus importants en matière d'anticipation et de prévision de ce qui va se passer dans l'économie réelle, qui est lui aussi à un niveau très élevé. Donc l'année 2018 s'annonce plutôt favorable et si c'est le cas en zone euro, ça sera aussi le cas un peu partout dans le monde, y compris dans les pays émergents, où on peut l'imaginer, la classe moyenne des pays émergents pourra plus facilement, parce que la confiance est là, la croissance est là, et bien éventuellement faire quelques cadeaux, y compris des cadeaux de luxe. Ce sera peut-être une forme de transition pour le... Oui, parfait, cadeau de luxe. Qui dit cadeau? Merci Gérard. Je t'en prie. Qui dit cadeau? Je dois presque rater. En fait, oui. Voilà, cadeau de luxe qui dit cadeau de luxe dit aussi LVMH, absolument. Effectivement, un LVMH qui profite à plein de cette embellie sur tous les continents, de cette croissance mondiale qui repart. LVMH qui est très bien positionné dans les pays développés et qui prend des parts de marché et devient un acteur important du luxe dans les marchés émergents. Autrement dit, un titre qui profite à plein de cette conjoncture tout à fait positive. Alors, on est en présence d'un titre qui, il y a quelques semaines, a fait un plus haut historique. Petit repli, mais vraiment très contenu. Et on voit qu'on a eu une zone de support à 241 €. C'était l'avant-dernier sommet dans la hausse
commencé au mois de septembre. On voit que les prix se sont repliés sur ce niveau, qui par ailleurs est un 38% de retracement de toute la hausse commencée depuis le mois d'août, et qu'au sein donc de ce repli, eh bien, il y a eu hier un signal de reprise potentielle, en tout cas à court terme, reprise haussière, avec le franchissement, vous le voyez, de ce petit niveau de résistance intermédiaire à 250. Alors, on mise sur LVMH, sur la continuation de cette progression positive. Le niveau de stop, c'est-à-dire celui qui invalide la progression haussière, il est sous 241. Vous le voyez, j'ai marqué ce niveau de support avec un trait vert épais. Il ne faut pas que les prix passe sous ce niveau maintenant que nous avons franchi ce petit cap intermédiaire à 250. On vise 259, mais on vise surtout 270, c'est-à-dire un nouveau sommet pour un titre qui est très fort. Regardez le RSI borné à 40 et 80, c'est un RSI de bull market. Autrement dit, pour le moment sur LVMH, nous nous positionnons à l'achat et nous accompagnons donc la progression très favorable de ce titre à moyen et court terme avec un Varan Call Falco de code WY97B. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est un Varan Call sur LVMH WY97B qui a un effet dévié ce matin de 16,03 sur échéance aussi le 16 mars 2018. Prix d'exercice à 270 € et tout ça pour un prix de vente de 43 centimes pour LVMH à 253,95. Voilà. Merci beaucoup pour cette analyse technique sur LVMH. Et on va continuer notre focus avec Gérard. Et une autre croissance. On est chez qui maintenant? Oui, dans la mesure où il y a une croissance économique qui demeure bien ancrée dans l'ensemble du monde, eh bien, la croissance des bénéfices par action devrait suivre, au moins dans les sociétés les mieux gérées. Et donc on le voit ici, il y a toute une série de prévisions qui sont plutôt favorables au niveau du consensus, c'est-à-dire la moyenne de ce que imagine, on analyse, anticipe les analystes financiers, est plutôt en progression 2018 par rapport à 2017. Alors l'Europe, disait le général de Gaulle, j'ai plutôt l'impression que Laurent nous dit aujourd'hui la zone euro, la zone euro, la zone euro. Alors, quelle belle transition. Est-ce qu'on regarde l'Eurostoxx ou pas? Oui, alors oui. Je voudrais quand même revenir une seconde sur le chart que Gérard a eu l'amabilité de nous amener sur ce plateau, parce que parmi, vous voyez ces différentes barres, il y en a une, moi, qui retient mon attention, c'est sur les marchés émergents et l'eurozone, parce que vous le voyez, on est quand même très en retard sur ces deux segments de marché, au Japon aussi, par rapport aux EPS américains, et on devrait avoir normalement un effet rattrapage l'année prochaine. Alors je dis normalement parce que c'est un petit peu décevant ce qui se passe en Europe, en tout cas en 2017. On a déjà souvent parlé de ce rattrapage, de ce retard de cycle en Europe qui devrait bénéficier les entreprises européennes qui sont donc moins chères que les entreprises américaines, et pourtant on n'a rien vu cette année. Alors peut-être que c'est l'année prochaine qu'on va voir effectivement ce rattrapage. Alors pour profiter donc de cette amélioration des bénéfices par action en zone euro, eh bien, quoi de mieux que de choisir l'Eurostoxx pour effectivement accompagner cette projection, en tout cas pour les prochaines semaines et pour les prochains mois. Alors on a une configuration technique sur l'Eurostoxx qui finalement est très proche de celle du CAC 40. On est en passe de franchir cette résistance à 3613. Vous voyez que là aussi, on ne l'a pas fait, contrairement au DAX. Ça devrait normalement se faire. Regardez, on a un MACD qui commence à se réveiller un petit peu. Et puis surtout, après la journée d'hier, on a des prix, regardez, qui pour le moment ne sont pas les victimes d'une pression baissière, mais bien au contraire, des opérateurs qui semblent décider à faire ce franchissement. Voilà, je rappelle que ça devrait, a priori, si ça doit avoir lieu, ça devrait arriver dans les prochains jours. Donc un Eurostoxx qui est maintenant vraiment à la porte, j'ai envie de dire, d'une progression de court terme qui serait positive. Et donc on va essayer d'accompagner cet indice européen avec un turbo infini best call de code 24 ARB. Avec conviction.
Ah, Bon, d'accord, avec une conviction qui me paraît... Il est temps que tu prennes des vacances. Non. Alors non, c'est un point intéressant. Non, non, pas forcément avec une grande conviction, parce que j'aurais aimé ce matin, voyez-vous, dans la foulée de ce qui s'est passé hier, qu'on ait un élan qui se confirme sur les indices, et on n'a pas pour le moment cet élan. C'est pour ça que je vous disais en début d'émission que ça doit avoir lieu ce soir, parce que si ça n'a pas lieu ce soir, alors ça veut dire qu'on va vraisemblablement rester dans cette zone et ne pas rallier les précédents sommets. Donc une conviction toute mitigée, cher Gérard. Bien. Parfait, merci beaucoup Laurent et Gérard pour cette analyse technique qu'on a fait ensemble. Partagé, exactement. Donc on parle bien d'un Turbo Infini Best Call sur l'Eurostoxx 50 qui a le code 24ARB qui a ce matin une levier de 16,54. Son prix d'exercice et aussi sa barrière désactivante sont tous les deux à 3409,5612. Et tout ça pour un prix de vente de 2,21 € pour un Eurostoxx qui est actuellement à 3608,80 €. Moi aussi, les vacances, ça passera très bien. Donc, on continue le focus. Et est-ce qu'il y a finalement un rallye ou pas? Moi, j'y crois. Ah. Je crois qu'on cassera les 5500, qu'on fera plaisir à Laurent. Avant la fin de la semaine, Gérard ? Pour la fin de l'année. Et donc, dans son soulier de fin d'année, dans ses nombreux cadeaux, Laurent trouvera effectivement un rallye boursier. C'est en tous les cas statistiquement ce qu'une étude assez récente nous rappelle. Dans 80% des cas, le mois de décembre est un mois plutôt haussier, et quels que soient les marchés anglais, Standard Poor's 500 ou l'Eurostoxx 50 pour rebondir là-dessus, pourquoi pas le CAC 40 bien entendu, d'autant plus que nous avons des OPA, que les liquidités sont abondantes, et puis que nous sommes tous dans une période, tous les investisseurs en tout cas le sont, dans une période dite d'habillage de bilan. Window dressing. On est en fin d'année. Il faut faire apparaître sur les portefeuilles des grands institutionnels ou des sociétés de gestion, des EPCVM, les belles valeurs qui ont le plus progressé. Et donc, il y a encore quelques possibilités d'habillage de bilan et on peut encore tirer la cote. Et puis, pourquoi pas, redonner le moral à Laurent, faire sauter les bouteilles de champagne et casser les 5500. Nous croisons les doigts. Nous croisons les doigts. Cher Gérard. On va faire ça. Parfait. Merci beaucoup pour ce focus et on va passer à notre prochaine rubrique qui s'appelle À ne pas manquer. Et avec Gérard, on reste dans le monde et il va nous annoncer ce qu'il faut pas manquer en fait dans le monde. À part le rallye boursier de fin d'année, on va évoquer quelques réunions de banque centrale. Il y en a toujours, la Banque du Japon, la Banque de Suède. Des statistiques intéressantes, en tous les cas sur l'Allemagne, qui est le cœur économique de l'Europe, avec l'IFO allemand, qui est aussi un indicateur qu'on regarde avec beaucoup d'intérêt. Les prêts à la consommation zone euro, et puis aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, le T3 au niveau du PIB, on aura des chiffres un peu plus précis. Et puis on surveillera bien sûr le niveau du moral des consommateurs américains à travers l'indicateur avancé, la Conference Board. Et puis comme nous le disait tout à l'heure Laurent, on regardera ce qui se passe du côté des États-Unis. Mais même sans ça, on devrait quand même réussir à bien terminer cette année. On est trop bien parti, on a des perspectives qui sont toujours bonne, il n'y a pas de raison que le moral baisse. Laurent, retrouve vite ton moral. Est-ce que c'était une bonne année selon vous ou pas? Ça a été une année exceptionnelle. C'était exceptionnel. Alors, une année exceptionnelle aux États-Unis, Falco. Oui. Une année exceptionnelle aux États-Unis pour les Américains. Il faut quand même rappeler que le Nasdaq a fait 30% en 2017, le S&P 20%. On a quand même 550% de progression du Nasdaq depuis les points bas de 2009, 35% de plus que le sommet de mars 2000, enfin, un indice technologique absolument incroyable. Et on peut également rappeler, Falco, qu'en termes de capitalisation boursière, 2017, c'est plus 3650 milliards aux États-Unis. Bon, donc les Américains se réjouissent, c'est l'euphorie. Mais donc, en France, le CAC 40, il n'était pas négatif? Non, mais on doit être, je ne sais pas Gérard, on doit être 10, à peu près à 10, oui, on est à 10%. C'est plus que la moyenne historique longue, où d'après l'INSEE, la moyenne historique longue dividende réinvesti dans un indice comme le CAC 40, c'est de l'ordre de 7%. Ouais. C'est ce qu'on a fait exactement l'année dernière en 2016. Si on fait 10 cette année, tout le monde signe, très bien. Très heureux. Alors c'est un petit peu décevant parce que pour l'année prochaine.
on a fait le sommet au mois de mai, et ce qui est un petit peu décevant, c'est que finalement cette année, elle a été coupée en deux, et que pour tous ceux qui n'étaient pas là en première partie d'année, eh bien, ils ne se retrouvent absolument pas dans leur portefeuille avec cette performance qui, vous avez raison de le souligner, est quand même très bonne. Mais enfin, il y a quand même une dissonance manifeste. Cette année a été exceptionnelle aux États-Unis, et même si c'est pas toujours politiquement correct, on ne peut que souligner l'influence de Donald Trump, qui a quand même s'il y a une croissance mondiale qui structurellement a bien évidemment soutenu les marchés, d'un point de vue conjoncturel, on a eu un président américain qui a beaucoup fait pour que Wall Street termine l'année comme ça, et il a manifestement réussi son pari avec cette réforme fiscale qu'on nous a ramené à longueur de semaines maintenant, et à chaque fois c'est un motif pour les Américains de payer, même s'il y a de l'incertitude, ils continuent d'y croire. Voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu déçu, chers auditeurs, de cette performance en demi-teinte des marchés européens, parce que je pense qu'il y a quand même une vraie différence entre ce qui s'est passé, et c'est rare qu'elle soit aussi importante outre-Atlantique et chez nous. Est-ce que les États-Unis sont un peu en avance par rapport à l'Europe, la BCE? Oui, en tous les cas, le cycle économique a commencé au niveau de la croissance économique en 2010, donc leur cycle économique a commencé avant nous. Ouais. La Fédérale Réserve a été extrêmement active en baissant ses taux, et on soulignera, si Laurent souligne le rôle du nouveau président américain, moi je veux surtout rappeler le rôle de la Fédérale Réserve et de Janet Yellen, qui ont piloté l'économie américaine de main de maître. Ça fait maintenant 7 ans que la croissance économique américaine est bien accrochée. Nous avons renoué plus tardivement. Ceci explique peut-être en partie cela. Bon, merci pour vos mots de fin d'année en fait. Donc il me reste en fait juste à vous donner les rendez-vous pour la semaine prochaine, non, pour cette semaine en fait, pour cette semaine. Jeudi soir, on a le webinaire revue technique des marchés avec Laurent le 21 décembre à 18h. Et dans l'année prochaine, le 9 janvier, on continue avec notre émission 100% marché, comme d'habitude, avec Laurent, avec Denis, avec Rémi et aussi avec Gérard. Donc merci à vous tous d'avoir été avec moi dans le studio, donc à Denis, Rémi, Gérard et Laurent, toutes les émissions. C'était un grand plaisir d'avoir fait cette émission avec vous. Merci aussi à la régie qui vous voyez pas, mais qui grâce à eux, vous nous voyez en fait. Donc c'est un. Vous entendez aussi. Voilà, parfois. exactement. Heureusement, si tout fonctionne bien, c'est excellent. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à cette émission, et surtout merci à vous d'avoir été toujours aussi nombreux avec nous. Donc on espère de vous retrouver dans 2018 avec des belles cours, des actions et des indices et des marchés et des belles analyses et sujets à investir pour l'année prochaine. Donc merci. Bonne fête de fin d'année. C'est ce qu'on dit en français. Je me pose la question. Joyeux Noël. Ouais, joyeux Noël. C'est qu'une fois dans l'année en fait qu'on dit ça, et voilà. Donc bonne fête de fin d'année. Donc voilà, je le sais pour cette année. Merci. À bientôt. Au revoir.